Alors, correction aujourd'hui de ce que vous aviez à faire. L'Union européenne dans la mondialisation, ça c'est le chapitre que l'on aborde aujourd'hui à travers son secteur d'activité tertiaire, c'est-à-dire celui des services. Alors, de manière plus globale, on va essayer de voir quelle est la place de l'Union européenne dans la mondialisation. Vous avez trois questions et trois illustrations. Déjà, Londres comme une métropole mondiale, l'Union européenne ou l'Europe de manière générale dispose de deux villes-mondes, à savoir Londres et Paris, ce qui fait de toute l'Union européenne, de par l'importance de ces deux grandes villes, un pôle majeur de la mondialisation. Vous voyez, on avait étudié New York, qui est la ville-monde d'un autre pôle majeur de la mondialisation, à savoir l'Amérique du Nord. Nous avions parlé également de Tokyo, une autre ville-monde qui, de manière plus globale, intègre toute l'Asie du Sud-Est dans la mondialisation. Donc nous, en Europe, nous avons Londres et Paris. Nous avons également des entreprises ou des multinationales de première importance. Ici, vous avez Shell, d'accord, qui investit notamment en Malaisie. Donc, on a des groupes mondiaux, d'accord, Shell, Total, Airbus. Donc, ce sont des entreprises connues du monde entier. Alors, concernant maintenant plus précisément l'étude des différentes cartes. La première, l'Union européenne, un pôle et acteur de la mondialisation, un pôle qui attire, un acteur qui fait. D'accord. Donc, l'Union européenne attire, et notamment dans la mondialisation, elle va attirer des capitaux. Et c'est un acteur également, car grâce à son dynamisme, l'Europe intervient dans la mondialisation et elle est enfin, c'est un acteur puisque justement elle agit dans la modification de cette mondialisation. Donc vous aviez les 10 principales puissances économiques de l'Union européenne avec, bon, naturellement l'Allemagne, l'Angleterre, la France, l'Italie, l'Espagne, qui sont les pays moteurs de cet acteur de la mondialisation. Alors première question, montrer que l'Union européenne attire les flux mondiaux, attire, donc c'est un pôle. Et puis là, alors il me faut passer sur la page qui suit, pardon, hop, non, ce n'est pas celle-ci, ce n'est pas celle-ci non plus, ce n'est pas celle-ci, voilà. On voit donc que l'Union européenne attire 36% de tous les flux de la mondialisation. C'est-à-dire que si nous avions, allez, admettons, 100 euros, 100 euros d'investis dans la mondialisation, eh ben, l'Union européenne disposerait de 36 euros de ces 100 euros. C'est-à-dire plus du tiers de tout le trafic de la mondialisation passe par l'Union européenne. Donc oui, l'Union européenne attire vers elle des capitaux. D'accord. Et c'est notamment grâce à sa mégalopole, c'est grâce à ses entreprises, c'est grâce à son dynamisme qu'elle est aujourd'hui certainement le pôle majeur principal de toute la mondialisation, puisque vous voyez que même l'Asie du Sud-Est ne dispose que de 31% de toute cette richesse liée à la mondialisation. Alors oui, c'est un pôle de la mondialisation majeure. Deuxième question, quels sont les principaux partenaires commerciaux de l'Europe? Pour cela, il fallait voir les principales flèches, notamment celle-ci, l'échange majeur de marchandises. On voit que l'Europe est directement liée à l'Amérique du Nord, mais également à l'Asie du Sud-Est, ce qui fait que nous avons encore, même si on essaye d'éviter d'aborder ce sujet-là, mais des pôles de la triade, un peu comme si la mondialisation fonctionnait comme un grand triangle, avec l'un de ces angles serait donc l'Union européenne. Donc quels sont les principaux partenaires commerciaux de l'Union européenne? On pourrait dire que ce sont les deux autres pôles de cette mondialisation, l'Asie et l'Amérique du Nord. Pourquoi peut-on dire que l'Europe est un acteur majeur de la mondialisation? Par tout ce que l'on vient de dire, elle est un pays, comme on le voit ici, capitaliste de premier plan, capitaliste libéral ancien, donc depuis la révolution industrielle et même avant, l'Europe est déjà dominante concernant les échanges mondiaux, de par son histoire, de par son dynamisme. Ces 36% montrent que l'Union européenne attire tous les flux commerciaux et puis également par ses échanges. Donc effectivement, l'Europe est un acteur, si ce n'est l'acteur principal de cette mondialisation.
Je poursuis avec les deux pages suivantes. Donc, le territoire européen dans la mondialisation. Je tourne la page. Avec comme première question, quels sont les espaces européens les mieux intégrés à la mondialisation? Ben là, il est clairement démontré que nous avons ici donc la grande mégalopole européenne qui part de Londres jusqu'à Milan avec des villes de premier plan comme Bruxelles, Amsterdam, Francfort, Bâle, Milan et à moindre mesure Paris qui n'est pas tout à fait dans cette dorsale européenne mais grâce à des infrastructures des plus modernes peut très facilement rejoindre Bruxelles, Strasbourg ou Londres. D'accord? Donc Paris peut faire presque partie, même si physiquement elle ne fait pas partie de cette mégalopole européenne, de par ses moyens de transport, elle en fait plus ou moins partie. D'accord? Alors nous avons ça, le centre ancien de l'Europe. Nous avons également une façade maritime de première importance qui ouvre la dorsale européenne sur le monde entier, notamment avec l'Amérique, mais avec les pays d'Europe du Nord également. Vous voyez, tout se fait plus ou moins ici. Deuxième question, et là on va aller plus précisément sur cette Northern Range. Donc montrer l'importance des installations portuaires. Alors on a ici le fameux Delta d'Or qui va de Rotterdam jusqu'à Dunkerque, mais également qui englobe Anvers, qui englobe Gand. Amsterdam également n'est pas très loin. Donc on a à l'intérieur de cette façade maritime des ports gigantesques que sont Rotterdam, Amsterdam, Hambourg un peu plus loin. Ce sont des ports qui font partie certainement des 10 voire des 20 plus grands ports mondiaux. D'accord? Ce sont d'ailleurs des zones industrielles-portuaires puisque à l'intérieur même du port, on y fait des activités industrielles. Et enfin, elle dispose, et ça c'est toute cette couleur jaune, d'un hinterland qui lui permet d'acheminer par les fleuves, le Rhin, la Meuse, toute la production de la mondialisation. On imagine par exemple un porte-conteneurs qui viendrait jusqu'à Rotterdam, transportant avec lui tous les produits de la mondialisation, des iPhones par exemple, ou des chaussures, des vêtements, et puis très rapidement, on va pouvoir les disposer sur l'ensemble du continent. Vous voyez, donc on a une façade maritime de première importance, mais également toute la mégalopole européenne qui lui permet de déverser sur son territoire tous les produits issus de cette mondialisation. Et enfin, dernière question, comment peut-on expliquer que la Northern Range soit la principale façade maritime de l'Europe? Je l'ai plus ou moins dit. Regardez, la mégalopole européenne va jusqu'à Milan. Elle intègre parfaitement cette façade maritime. Donc, ce sont des ports de première importance et qui plus est, a un hinterland, c'est-à-dire un arrière-pays très riche, très dynamique. Vous voyez, on n'aurait pas pu mettre cette façade maritime en Espagne, par exemple, puisque à l'intérieur, on n'a pas autant de richesse que sur cette dorsale européenne. Donc naturellement, c'est ici que se fait tout le trafic lié à cette mondialisation. C'est comme une façade, ici c'est un mur, et à l'intérieur de ce mur, j'ai des portes d'entrée vers l'intérieur de l'Europe que sont Rotterdam, Amsterdam, Hambourg, Dunkerque, tous ces ports de première importance. Voilà pour la correction de ces cartes.